Voilà, bonsoir à tous. Je suis Laurent Favier, le directeur d'Inforem Rennes. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cette soirée que j'appelle un peu inaugurale. Et je vous remercie d'être venus si nombreux. Alors, en présentiel, devant moi, et puis en distanciel. Donc, c'est pour ça que je parle dans ce micro à des gens qui sont en train de nous regarder loin de chez nous. J'espère qu'ils m'entendent correctement et que je ne parle pas trop fort pour qu'ils puissent comprendre ce qui se dit. Alors, cette séance est filmée. On pourra retrouver bien sûr après la vidéo pour ceux qui le souhaitent pour réentendre les propos qui seront tenus. C'est une soirée de rencontres, d'échanges. C'est une soirée aussi qui nous permet à nous, à Forem, de rencontrer nos voisins, puisque nous avons rejoint le réseau, l'association Activest en fin d'année dernière. Et on voulait proposer à l'ensemble des entreprises de la zone sud-est de venir nous voir, de qui nous sommes, découvrir nos locaux, d'échanger avec nous pour voir si nous avions des choses à faire en commun, et puis vous proposer un moment de réflexion autour des thèmes de l'entreprise. Et je laisserai la parole tout à l'heure à Christian Mogy pour présenter nos intervenants qui vous parleront de thèmes passionnants pour les entrepreneurs. J'en profite pour remercier donc Activest, l'association qui fédère les entreprises de la zone sud-est, qui nous a permis d'inscrire ce moment et avec laquelle on va pouvoir échanger ultérieurement. Je remercie aussi nos deux intervenants que je ne vais pas présenter, mais qui ont bien voulu prendre leur temps pour venir nous entretenir de ces deux sujets. Je vous dis un petit mot du déroulé de la soirée. Je vais laisser la parole tout de suite à Christian Moger, qui est l'un des dirigeants du groupe SDV, auquel Aforem appartient, pour vous présenter notamment nos intervenants. Après, la parole sera laissée, bien sûr, à Olivier Bobineau et Estelle Auguin. Et puis, on conclura en redonnant un petit moment la parole pour Christian Mogier afin de conclure sur les valeurs du groupe SDV. Et Activest clôturera cette soirée. Je dis un tout petit mot sur l'école Aforem qui vous accueille ce soir. Aforem, c'est une école qui est depuis 25 ans dans le paysage rennais, un peu plus récemment dans la zone sud-est, environ 2015. Pour ceux qui ont bien connu la zone, on était un petit peu plus haut, au 21 de la rue du Bignon, où se trouve aujourd'hui une école sœur du groupe SDV qui s'appelle Sud de Vinci. Donc nous faisons partie d'un groupe SDV Éducation qui aujourd'hui pilote 4 marques d'écoles de formation et dont les deux grands métiers sont soit des écoles de commerce et de management, comme Aforem en est un exemple, soit des écoles d'informatique comme Sud de Vinci en est un autre exemple. Nous, aujourd'hui, nous réunissons 700 étudiants. On est satisfait de ce chiffre-là qui fait que nous sommes une école à la taille humaine dans laquelle on apporte un soin particulier à l'accompagnement des étudiants. On pourra en échanger. Et puis notre deuxième grand credo, c'est l'alternance, puisque 95% de nos étudiants sont alternants, donc dans des entreprises partenaires, majoritairement sur Rennes, mais aussi dans le grand pourtour de Rennes. Cette école s'est installée ici en mars 21 dans des locaux, vous voyez, qui sont tout neufs, avec des outils qui sont encore à bien mettre au point. Et que ce soir, c'est techniquement un peu dur. J'en profite pour dire merci à toute l'équipe audio-vidéo de la presse réalisée. Et je vais laisser la parole à Christian Mogier pour vous présenter nos deux intervenants. On va pouvoir faire autre chose. Voilà. Oui, bonsoir. Donc, je suis Christian Moger. Je préside le groupe auquel appartient Aforem. Hein, comme a dit Laurent, il y a des écoles de management, des écoles d'informatique. Il y a une dizaine d'écoles situées à Paris, au Mans, à Nantes, à Rennes, à La Rochelle, à Bordeaux. En fait, je ne suis pas venu pour parler de moi, je suis venu pour vous parler du conférencier. Donc, Olivier Bobineau, ici présent. Olivier est un sociologue, un philosophe, un économiste, un politologue. Il a plein de cordes à son arc. Et en fait, Olivier a écrit une trentaine de documents, de livres académiques. Il a écrit une soixantaine d'articles scientifiques. Et si je voulais vous résumer la substantifique moelle de sa pensée, je dirais que
pour Olivier, ce qui compte, ce qui est important, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Hein, c'est de chacune de ses pensées, chacune de ses actions, chacune de ses décisions, il y a du sens. Et c'est un petit peu ce qu'on revoit, c'est le fil rouge de tout ce qu'il a écrit. Et d'ailleurs, Olivier a aussi deux cabinets de consultants. Il est consultant, il conseille des hommes politiques de tous bords, de tout niveau. Il conseille des hommes d'affaires de tout niveau aussi, dans des grands groupes, dans des groupes plus petits. Il conseille en particulier certains dirigeants de groupes d'écoles dans l'enseignement supérieur. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et en fait, Olivier, vraiment le fil rouge, quand il conseille ses interlocuteurs, il leur dit, vous avez au fond de vous certaines valeurs, au fond de vous certaines choses qui vous animent. Arrangez-vous pour qu'à chacune de vos décisions, chacune de vos actions, il y ait un sens. Il y a un sens qui soit en adéquation avec vos propres valeurs, avec ce que vous êtes au fond de vous. Je résume rapidement, je crois que je connais assez Olivier pour pas trop me tromper. D'ailleurs, je suis convaincu que dans la conférence qu'il y aura ce soir, tout ça va transpirer. Hein, même si je n'ai jamais entendu sa conférence, mais je sens ce qu'il va dire et je pense que tout ça va transpirer. Et puis après, il va y avoir une intervention sur un collège. Estelle va présenter un collège que Olivier et Estelle lancent. Hein, c'est un collège dont la pédagogie sera inspirée de la pédagogie Montessori. Hein, c'est un collège qui s'appellera Collège Edgar Morin. Non pas parce qu'Edgar Morin est le grand-père de Savina. Hein, il pourrait l'être. On a beaucoup parlé d'Edgar Morin récemment. Il vient de fêter ses 100 ans. Pour ceux qui le connaissent, c'est une sommité mondiale dans le domaine de la pédagogie. Hein, lorsqu'on parle d'Edgar Morin, c'est vraiment la référence des références. Et Edgar Morin a été séduit par ce projet, qui a vraiment de quoi séduire. Il a été emballé par le projet d'Olivier et d'Estelle, et il a décidé de le parrainer. Donc, se faire parrainer par Edgar Morin, c'est pas rien. D'ailleurs, on est très fiers parce que ce collège va ouvrir à proximité de Rennes. Donc, Rennes, qui est souvent considéré comme un laboratoire de projets, etc., ben là, je pense que c'en est un autre. Et on est très fiers donc d'accueillir les futurs dirigeants du nouveau collège Edgar Morin. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire, je crois. Donc, ben, je vais laisser la parole à Olivier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian, d'abord de cet accueil, de cette hospitalité au sens des latins et au sens des grecs, c'est-à-dire l'art d'accueillir tout en accueillant. C'est bien sûr l'un des fondements de la civilisation. Merci aussi à Laurent Favier, directeur de cette école, de nous accueillir, à toute l'équipe technique, car c'est une prouesse. C'est une épreuve au sens des latins, c'est-à-dire qu'il a fallu passer par la preuve et par l'expérience pour inaugurer ce soir les prouesses. Merci à Thomas, Clément, Savina et aussi Pauline, bien sûr, Activest également, ce réseau d'associations d'entrepreneurs de l'Est de la région rennaise, et Laureline qui nous permet aussi d'être là. Les amis, entrons dans le vif du sujet. Comment conquérir le monde? Et on verra après ce qu'il faut mettre en œuvre. Comment conquérir le monde? Définition des mots. Partons de l'étymologie. Ah, l'étymologie. Faisons d'ailleurs l'étymologie d'étymologie. Il y a deux briques dans étymologie. Il y a eudaimon, qui veut dire le sens réel du mot, en grec, et il y a logie, qui vient de logos, discours, étude, parole, raison. Oui, l'étymologie, c'est le discours, l'étude, la parole et la raison sur le sens réel des mots. Que c'est important, d'ailleurs, Socrate, Platon, qui relate dans le dialogue le cratyle, tout cela, c'est essentiel pour penser et pour agir. Étymologie donc de conquérir. Deux briques, deux Lego, un préfixe, un suffixe. Premier Lego de conquérir, c'est cum. Cum. Je suis un partisan de la théorie des cum, parce qu'en latin, ça veut dire avec, ensemble. Ensemble. On trouve ça dans coopération, dans communauté, dans communion, dans co-œuvrance, dans concorde. Oui, la théorie des cum, en grec, c'est syn, S-Y-N. En transcription
latine. Donc, cum, ensemble avec. Et puis, il y a l'autre partie, quérir. Quérir. D'ailleurs, en français, ça veut dire chercher, ça tombe bien. Ça vient du latin quaerere, qui veut dire chercher. À partir du XIIe siècle, les amis, conquérir va vouloir signifier chercher ensemble à gagner des territoires. Voilà pour conquérir. Maintenant, la question, c'est celle de monde. Petit détour vers 1926, un philosophe allemand assez incroyable qui s'appelle Heidegger. 1926, il nous dit la différence entre l'animal et l'homme, c'est au fond que l'homme, il est dans un monde. Pourquoi? Parce que l'animal, il est dans un milieu, c'est-à-dire que il ne peut pas transformer et être transformé par le milieu. En revanche, l'homme, lui, figurez-vous, a cette singularité incroyable que de pouvoir transformer le monde et de vouloir le changer. On peut en parler depuis notamment l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on y reviendra, mais aussi se laisser transformer par le monde, par son milieu environnemental, par son environnement. Donc il y a entre l'humanité et son milieu une interaction qui fait qu'Heidegger parle de monde. Alors, pour la petite histoire, pourquoi est-ce que le monde nous transforme tellement? Eh bien, c'est dû à une découverte des anthropologues québécois dans les années 1990-2000, pour faire bref, car nous sommes, figurez-vous, le seul singe, le seul sapiens qui, quand il naît, de 0 à 36 mois, eh bien, notre boîte crânienne n'est pas fermée. Autrement dit, la fontanelle, vous savez, de nos bébés, là, il ne faut pas appuyer dessus. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes le seul animal vivant qui naît alors que sa boîte crânienne n'est pas fermée. Autrement dit, nous disent les anthropologues québécois, on va s'inspirer, on va s'imbiber de l'environnement. Ça veut dire que comment papa, maman nous parlent, la musique qu'on fait écouter, la tonalité, le nombre de mots, ça va structurer notre cerveau et donc notre langage. Voilà pourquoi, les amis, les animaux, un cri de chien est le même en Allemagne, en France, aux États-Unis, alors que, comme vous le savez, la langue, du fait de ce crâne qui va s'imbiber pendant 36 mois du langage et des dialectes, voilà pourquoi en Allemagne, en Bavière, quand je fais ma thèse, il y a 30 dialectes à maîtriser, et qu'en France, il y a une autre langue. Bref, au fond, nous sommes des hommes doués du langage, et nous faisons le monde comme il nous fait également. Tout ça, c'est une explication intéressante, d'ailleurs, repérée par Maria Montessori en 1907. Voilà conquérir le monde, conquérir des marchés, puisque j'ai aussi, avec moi, et je le suis aussi, et je sais l'importance que c'est, des chefs d'entreprise. Conquérir des marchés, comment faire? Il y a 3 ingrédients. 3 ingrédients, et je vais vous relater ces 3 ingrédients au regard de l'histoire de 1200 ans. De moins 100 avant Jésus-Christ jusqu'à 1200, regardons, tirons les leçons des grands conquérants. Alors, quels sont-ils? Je pense qu'il y a un petit dessin qui pourrait apparaître, support. Voilà, les conquérants de notre histoire. Premier ingrédient, figurez-vous, c'est la subjectivité charismatique, le charisme de la personne. Personne, ça va. Persona, ça veut dire le masque, c'est notre individualité qui est en interaction avec le monde. Ça donne le terme persona en latin, et d'origine grecque. Et puis, charisme. Ah, le mot charisme. Ça vient du grec qui veut dire le don. En latin, c'est gratia, la grâce. Oui, c'est le don de la parole, le don de la présence. Oui, le premier ingrédient des conquérants, c'est d'avoir eu le don de la parole et de la présence. Premier conquérant, eh bien, il y a Jésus. Et je ne vais pas faire référence aux évangiles qui sont un peu, qui prennent parti quand même, parce que ce sont des croyants, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, sans parler des lettres de Paul après, de Pierre ou de Jacques. Et donc, on va faire appel aux historiens de l'époque, Flavius Joseph, historien grec, mais encore Pline le Jeune, le romain, ou encore Tacite, et bien sûr le grand philosophe grec opposant au christianisme, Cels. Qu'est-ce qu'ils nous disent de Jésus?
Voilà un homme qui avait le charisme de la présence, un charisme prophétique. Ils sont opposés au christianisme, mais ils reconnaissent que ce bonhomme-là, il a un charisme présentiel, un charisme prophétique, un charisme de parole. Alors, qui dit charisme aussi, bien sûr, regardons un peu plus tard, ou non, que dis-je, bien avant, Alexandre le Grand. Ah, Alexandre le Grand. 4e siècle, décédé en 323 avant Jésus-Christ, eh bien, Alexandre le Grand, il est, nous disent les historiens, et notamment Callisthène, le neveu d'Aristote, grand témoin, il nous dit sa présence, son charme était tel que les hommes et les femmes voulaient rejoindre son lit. Respect. Respect, Alexandre. Et Ptolémée, en général, écrira « Ô Alexandre, ton cœur et ton charisme nous attirent. » Bien. Voilà pour Alexandre le Grand. Qui dit charme? Parlons de cette femme conquérante, méconnue, les amis. On fait un petit saut, on va vers le Xe siècle. Ah, quelle femme! Maruzia. Méconnue. Mais cette femme, figurez-vous, elle va contrôler, conquérir le centre du monde pendant 144 ans. Comment faire? Maruzia, eh bien, d'abord, c'est une femme qui a un charme et un corps et une grâce. Et figurez-vous qu'elle va devenir l'amante de Serge III, le pape, dont elle va avoir un enfant. Et entre-temps, elle s'arrange pour être nommée sénatrice de Rome, première femme sénatrice dans l'histoire. Et que, à partir de là, quand elle en a assez de Serge III, par le Sénat, elle va faire comprendre aux sénateurs, si vous pouviez mettre mon neveu à la place de mon amant, et que quand son neveu, elle en aura assez parce qu'elle a une vision de la conquête et du pouvoir politique, cette femme, eh bien, figurez-vous qu'elle va placer le fils qu'elle a eu avec Serge III, si vous me suivez. Quelle femme, quelle conquérante. Oui, elle utilise l'art du charme, l'art de la présence, l'art de la parole pour créer un espace qu'elle conquiert et qu'elle va dominer, puisqu'elle va avoir des descendants. Entre-temps, elle se sera mariée avec 2 hommes et dont les enfants seront évêques de Rome, vicaires du Christ, vicaires de Pierre, c'est-à-dire, depuis 495, c'est-à-dire le pape. Respect, Maruzia, on l'embrasse. Très fort. Et puis, après Maruzia, il y a Gengis Khan. Gengis Khan. Changeons de civilisation, passons à l'Asie. Gengis Khan. Gengis Khan, immense bonhomme, immense conquérant, mongol. Eh bien, figurez-vous que lui, quand il entrait, nous disent les historiens et les témoins de l'époque, dont les travaux et les écrits ont pu être rassemblés par les historiens, eh bien, la yourte tremblait. La yourte tremblait, tellement sa présence, sa puissance. Il n'était pas très grand, mais sa présence, son art de la parole, la yourte tremblait. Subjectivité charismatique encore. Après Gengis, Jules César. Jules César, eh bien, nous dit l'immense rhéteur, avocat du 1er siècle avant Jésus-Christ, qu'il a bien connu, le grand Cicéron, dont je recommande à toutes et à tous la lecture de ses discours, les philippiques, pour comprendre ce que c'est que l'art de convaincre, tout en ayant des valeurs. Eh bien, Cicéron nous dit quel grand orateur que cet homme, quel grand charisme. Oui, c'est un modèle. Quand Cicéron dit ça, comment vous dire? On l'écoute. Voilà Jules. Et enfin, ou presque enfin, il y a également Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, les témoins, et Jean-Pierre Roux, historien, nous dit que quand Guillaume entrait, il avait la voix gutturale des profondeurs qui imposait le respect. La voix gutturale. Alors à l'époque, il ne fumait pas. Hein. On sait que la fumée peut faciliter une voix gutturale. Ce n'est pas le cas. Guillaume ne fumait pas. En revanche,
cette voix gutturale attirait le respect. Voilà, les amis, le premier ingrédient. Il y a un deuxième ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est l'éducation à la créativité, l'éducation à la vision. D'abord, étymologie d'éducation. Première origine, classique, traditionnelle, ça vient de ex ducere. Ex ducere. Ex ducere, ça veut dire, eh bien, conduire vers l'extérieur. Ex ducere, conduire vers l'extérieur, c'est-à-dire que l'éducateur, il a pour rôle de prendre l'enfant, l'élève, et de le prendre par la main pour l'emmener vers le monde extérieur, vers le monde extérieur. Et donc, l'amenant vers le monde extérieur, il découvre et il comprend le monde. Il comprend le monde. Vous savez que l'équivalent grec, c'est pédagogos, pédagogue. Qu'est-ce que le pédagogue? C'est l'esclave qui prend par la main l'enfant et l'emmène progressivement vers la scolée, c'est-à-dire l'école. Oui, quand on parle d'éducation, il s'agit d'accompagner les amis. Il s'agit d'accompagner pour aller vers le monde. Mais, et franchement, je vous conseille cette lecture. J'ai le bonheur ces temps-ci de lire Ivan Illich, prophète, savant, prêtre, théologien, philosophe, médiéviste. Ivan Illich, mort en 2008, complètement fou, complètement génial, philosophe incroyable, qui va être le premier à critiquer la croissance, les hôpitaux, la médecine, la surmédicalisation, et le premier à critiquer l'école, nous rappelle sans cesse l'étymologie autre d'éducation, édoucaré. Et édoucaré, nous dit Illich, ça veut dire allaiter, nourrir. Éducation, créativité maintenant. Ah, créativité. Des heures pourrions-nous passer là-dessus. Ça vient du terme grec gène, génos, une vieille racine indo-européenne. Ça donne engendrer, génétique, la Genèse, premier livre de la Bible. Et engendrer, créer, voilà la définition que je vous propose. À partir de rien, si je prenais le terme, à partir du chaos, en vous rappelant que chaos en grec, c'est la béance profonde, d'où naît le monde. Bref, à partir de rien, à partir du chaos, sortir quelque chose pour le donner aux autres. C'est ça la créativité. C'est ça la création. C'est l'acte, à partir de rien, de sortir quelque chose et de le donner. Les philosophes nous disent en donation. Et ça donne ce terme génial et tellement essentiel, mes amis. La générosité. Qu'est-ce que la générosité? C'est l'acte de donner, l'aptitude, la qualité, dirait Aristote, de donner pour créer le lien social. Regardons du côté de nos conquérants. Jésus. On va revenir un peu avant. Voilà. Merci. Jésus, eh bien, figurez-vous, qui va le conduire à changer, je ne dirais pas son fusil d'épaule, mais à changer sa manière de faire. Jésus, à peu près, il a 30 ans à ce moment-là, et figurez-vous qu'il va rencontrer une femme qui s'appelle la Cananéenne. Je vous renvoie au chapitre 15, versets 21 à 28 de l'évangile de Matthieu. Eh bien, la Cananéenne, elle vient vers Jésus. Alors, qui est la Cananéenne? C'est une incroyante. C'est une femme qui, eh bien, l'ennemi des Juifs. Vous voyez, si je reprends le sketch de Coluche, je dirais, le blouson noir, c'est un peu comme si elle était noire, moche et petite, et qu'elle venait parler à Jésus et au pape, en l'occurrence, si je poursuis la métaphore contemporaine, c'est un peu comme si un petit noir moche venait parler au pape et lui apprendre ce qu'il fallait qu'il fasse. Eh bien, dans la Cananéenne, cette femme arrive et dit « Viens, viens sauver Jésus, ma fille !» Dans un premier temps, oui, écoute, je suis venu pour les enfants d'Israël et les petits chiots, les chiots n'auront que les miettes. La femme dit, mais non, c'est toi, tu peux le faire. Yes, you can. Ok, très bien. Jésus dit, oh, écoute, ça suffit. Les apôtres disent, oh là là, ils nous cassent les oreilles. Et elle insiste, la femme, elle dit, mais j'ai foi en toi. Je te fais confiance. Pas. Et là, Jésus, prise de conscience,
Conscientisation à la Marx, vous voyez. 1844, les manuscrits. Et donc là, Jésus lui dit, ta foi est très grande. Et à partir de ce moment-là, Jésus va ouvrir au monde son message. Résultat des courses, c'est parce que c'est l'étrangère, l'ennemi, le pas de côté, qui va conduire un homme à changer le monde, à sortir du cadre. Oui, c'est ça, l'éducation à la vision. Oui, sortir du cadre. Oui, c'est ça, pouvoir créer autre chose. Jésus. Ensuite, Alexandre le Grand. Alors là, qui est celui qui va éduquer à la créativité et à la vision? C'est l'immense Aristoteles en allemand. Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ. Aristote, c'est le spin doctor. Aristote, c'est le géant, c'est le génie qui est capable de vous parler d'en traiter des animaux, de comment les hérissons font l'amour. Et qu'ensuite, dans l'éthique à Nicomaque, il nous fait la leçon sur la justice, l'amitié, et dans les politiques, il nous dit ce que c'est que l'économie, ce que c'est que la politique. Et j'oubliais accessoirement la nature, les sciences, et bien sûr, ce qui viendra plus tard, la métaphysique, c'est-à-dire la réflexion sur l'au-delà, ce qui nous dépasse et nous transcende. Eh bien, ce grand bonhomme, qui était tout petit, il va éduquer à la créativité Alexandre le Grand. Waouh! On l'embrasse très fort, Aristote, hein, très très fort. D'ailleurs, après le collège Edgar Morin, nous créerons un lycée qui s'appellera Aristote. Oui, les amis. Ensuite, Maroussia, qui va l'éduquer? Eh bien, c'est sa maman, la redoutable Théodora, poétesse, aristocrate. Elle manie l'art de la peinture, elle manie les arts. Et donc, elle va proposer à Maroussi, dans son éducation, vous savez quoi? Le pas de côté, le sortir du cadre. Oui, l'autre point de vue. Oui, l'autre point de vue. Oui, ma fille, tu seras créatrice. Alors, elle ne va pas penser qu'elle allait dominer la papauté pendant 144 ans. D'ailleurs, vous savez que, vous avez peut-être entendu parler de ça, de la papesse Jeanne. Bien, c'est une légende, sauf que cette légende, elle a une fondation. C'est Marussia. Et on a dit après la papesse Jeanne, etc. La papesse Jeanne n'a jamais existé, mais on s'appuie sur Marussia, qui va donc déterminer l'avenir de Rome et de l'évêque de Rome pendant 144 ans. Donc, c'est bien sûr Théodora qui va permettre à Marussia de grandir dans une ambiance de « fais le pas de côté, vois autrement les choses ». Vois autrement les choses, grâce aux arts, mais grâce aussi à la stimulation de ses émotions. Et oui, Théodora, grande femme de l'émotionnel. Et Marussia le sera aussi. Continuons. Après Madame Marussia, Jules César. Jules César, c'est sa mère encore, Aurélia. Jules César a deux sœurs, Julia la mineure, Julia la majeure. Et ces trois enfants vont bénéficier de l'éducation de leur maman, qui a deux singularités dans l'histoire. Un, elle manie parfaitement le latin. Et deux, elle a une culture générale extraordinaire. Et cette culture générale, plus l'art de manier le latin, va permettre à Jules et ses sœurs, mais là nous parlons du conquérant Jules, et bien tout simplement de faire le pas de côté, de comprendre sa culture aussi. Et de conquérir le monde. Jules. Puis, Gengis Khan. Gengis Khan, petit enfant, il va voir un éducateur incroyable qui s'appelle Yulu Shukai. Yulu Shukai est un juriste, philosophe, qui sans cesse vient perturber la tradition. Vous savez que la tradition chez les Mongols est importante. Et il va lui faire comprendre ce que c'est que la tradition. La tradition, c'est ce que nous recevons du passé pour mieux vivre le présent et préparer l'avenir. Si ça, ce n'est pas un programme de conquête, les amis. Je vous la refais. Tradition. Tradition en latin, qui veut dire transmission. Eh bien, la tradition, chez Yulu Shukai, c'est ce qui est reçu pour mieux vivre le présent et préparer l'avenir. Évidemment, Gengis, eh ben, c'est facile. D'ailleurs, figurez-vous que c'est intéressant, petite parenthèse musicale, un groupe heavy metal, Iron Maiden, qu'on salue, qu'on embrasse, qui vient de sortir un album récemment d'ailleurs. Bref, à un moment donné, ils font une chanson en 1987 qui s'appelle Gengis Khan, et ils parlent de cette manière de voir la tradition et de préparer
la conquête du monde. Merci Bruce Dickinson, chanteur d'Iron Maiden. Bien. On revient après Gengis, bien sûr, Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, c'est l'éducation à la créativité aussi autour de quoi? De bonhommes. Deux brillantissimes personnages, d'un côté le moine Turold, et de l'autre l'officier du roi général, spécialiste des armes, ce cher Osberne. Turold Osberne, tellement brillant qu'il forme à voir autrement les choses, à imaginer. Ben ouais, parce que Guillaume le Conquérant, qu'est-ce qu'il va conquérir? L'Angleterre. Je pense qu'ils sont pas nombreux ceux qui ont réussi à conquérir l'Angleterre. Hein? Et on va y venir tout à l'heure. C'est plus fort que ça, ce qu'il a fait, Guillaume. Donc, en l'occurrence, ces deux personnages si brillants, figurez-vous, vont être assassinés par les adversaires du duc de Normandie, dont le fils est éduqué à la créativité et à la conquête par ces deux hommes. Voilà, ça, c'est pour éducation à la créativité. Enfin, dernier ingrédient, fabriquer du commun. Oui, fabriquer du commun, les amis. Parce que c'est bien beau d'être charismatique, d'avoir le don de la parole, d'avoir le don de la conquête, d'avoir le don de la présence. C'est bien beau d'être éduqué à faire le pas de côté, à penser autrement, à agir autrement, à être dans la créativité. Mais si vous ne fabriquez pas du commun, ça ne va pas durer longtemps. Et c'est toute la différence entre les génies et le conquérant. Le génie, subjectivité charismatique, et puis bien sûr, oui, éducation à la créativité, éducation à l'invention, éducation à la vision. Mais le propre de conquérir, c'est encore de conserver ces territoires. C'est encore, on y viendra, être performant. Et pour cela, il faut fabriquer du commun. Commun, un mot magique. Commun. Ça vient du latin cum munus. Encore la théorie des cum. Ensemble avec immunus. Le philosophe italien génial, Esposito, a fait un livre qui s'appelle Communitas. Et il nous dit, munus, ça veut dire trois choses. D'abord, ça veut dire en latin les dons à donner. Deuxièmement, ça veut dire les contraintes, les charges. Troisièmement, ça veut dire les offices, les services. Oui, fabriquer du commun, le terme même communauté, qui viendra de cela, le terme communication, on y reviendra, le terme communion, tout ça, ce sont trois origines semblables. Cum munus, ça veut dire mettre en commun des dons, des charges, des services. Comment vont-ils faire, nos amis? D'abord, pour fabriquer de l'adhésion et du commun, Jésus, c'est très simple. Vous prenez les 4 évangiles, ce qu'il va faire, c'est poser des questions. Alors moi, parce que j'ai que ça à faire, vous savez, puis il faut bien m'occuper la nuit quand même, parce qu'il faut quand même que je protège les miens, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'hyperactivité, vous voyez. Et donc, de temps en temps, je passais mon temps, j'ai relu Platon, Marx, et donc les évangiles, et j'ai compté le nombre de questions. Et ce qui est génial, c'est que dans les dialogues de Platon, si je prends le même volume de mots, vous voyez, que dans les évangiles, il y a 250 questions. Chez Marx, il y a moins de 40 questions dans les manuscrits de 1844 et également dans le manifeste du Parti communiste, 1848. Et puis, dans les 4 évangiles, 548 questions. Jésus n'arrête pas de poser des questions. Il n'arrête pas de proposer des questions pour laisser à l'autre le questionnement et lui permettre d'avancer librement. Et alors, comment répond-il là? Quand je discutais et quand je conseillais aussi des partisans, des membres de l'Église catholique, je les regardais et je leur disais, Jésus propose des dogmes, des décrets, des bulles pontificales, des encycliques, ou alors il raconte des histoires. Il fait du storytelling. Ça s'appelle des paraboles. Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte des histoires. Il raconte des paraboles qui ont une vertu. C'est tout simplement de laisser l'autre libre de s'identifier et libre de trouver à quoi et à quel moment il va pouvoir s'y retrouver. Et ce n'est pas du tout le dogme qui tombe comme ça, ferme ta bouche. Bien.
Voilà comment on fabrique de l'adhésion aussi. Mais comment on va faire maintenant pour fabriquer de l'adhésion Alexandre le Grand? Génial! Il va tout simplement d'abord, premièrement, épouser Roxane. Je ne sais pas bien chanter, désolé. Roxane l'Iranienne, en 328. Mais surtout, à Suse, en Iran toujours, eh bien, il va rassembler 10 000 soldats et il va leur dire, messieurs, pour rester dans ce territoire, pour ne plus faire la guerre et faire la paix, vous allez vous marier. Mariage de 10 000 généraux et soldats avec 10 000 femmes perses. Comme l'écrira le penseur et l'anthropologue Claude Lévi-Strauss en 1947 dans sa thèse de doctorat Les structures élémentaires de la parenté. Et oui, faire des alliances entre les tribus, faire des mariages entre des hommes et des femmes de différentes tribus, elles ne se feront plus la guerre. Et oui, parce que les enfants ne pourront plus s'opposer. Ils seront issus de 2 lignées, de 2 tribus. Et donc ça permet la paix. Merci Claude, on l'embrasse. Et bien sûr, aussi, merci Alexandre le Grand, mais derrière aussi Aristote. Ensuite, Maruzia, la conquérante, que va-t-elle faire? Elle va se marier. Elle va se marier et engendrer. Elle va créer une dynastie. Ça ferait fantasmer tout le monde, hein, de gouverner le centre du monde pendant 144 ans. Vous imaginez, gouverner par ses descendants la Maison Blanche? Ou la Place Rouge? Ou Pékin? Waouh! Tout ça en créant des alliances, tout ça par le sang, mais en même temps avec une vision très précise, c'est-à-dire maintenir le pouvoir, en l'occurrence à l'époque, en Italie. Parce qu'en face, il y avait les empereurs germains qui voulaient le pouvoir à Rome. Donc il y avait friction entre les empereurs germaniques et la grande famille italienne de Maruzia et de sa maman Théodora. Bien, ensuite, continuons sur Jules. Eh bien, Jules, son adversaire s'appelle Pompée. C'est un général, c'est son ennemi juré. Il va y avoir la bataille de Pharsale en 48 avant Jésus-Christ, et là, il gagne. Pourtant, il n'a que 22 000 soldats. En face, Pompée en a 45 000. Eh bien, il gagne. Et quand il va revenir à Rome, il avait le choix, 2 options. 1, j'extermine les Pompéiens, les partisans de Pompée, j'en ai ras-le-bol, d'accord? C'est ce que font beaucoup d'hommes politiques. Ou 2, la clémence de César. Ouais, je vous pardonne. Parce que ce qu'il s'agit, c'est de fabriquer du commun, de l'adhésion, ensemble. Et c'est comme ça qu'il va voir la Gaule, et c'est comme ça qu'il va voir l'Égypte, et qu'il va éviter les famines à Rome. Bravo, la clémence de César. Bravo. Fabriquer du commun, fabriquer de l'adhésion. Et puis, il y a également Gengis Khan. Comment va-t-il fabriquer du commun? C'est très simple. Il va créer le premier code. Vous savez, c'est toujours le même Yulu Shukai qui le conseille. Il va fabriquer ce qu'on appelle le Yassa. Il va écrire le Yassa. Et le Yassa, coup de génie à l'époque, on l'oublie, c'est que le Yassa va protéger les femmes. Interdiction de viol, interdiction de rapt, interdiction d'adultère. Donc évidemment, quand vous avez avec vous la moitié de l'humanité qui quand même procrée, hein, aussi, et puis que derrière les hommes sont contents, eh bien vous fabriquez de l'adhésion, vous fabriquez du commun. Bravo Gengis. Enfin, Alexandre le Grand. Hastings, Harold II, roi anglo-saxon, bataille 1066. Comment Alexandre, petit duc de Normandie, va-t-il fabriquer du commun et de l'adhésion? Comment va-t-il gagner la bataille? Il dit à ses seigneurs et les soldats, venez avec votre cheval et votre armure, et si nous gagnons, vous aurez un territoire en paix. Il a gagné, il a conquis l'Angleterre, et d'ailleurs, on a un très beau reste, puisque vous le savez depuis lors, la devise anglaise, normande et d'origine de langue française, donc, c'est « Dieu est mon droit », à laquelle la reine actuelle pense tous les jours. Merci Guillaume, on l'embrasse très fort aussi, parce que quand même, la perfide d'Albion, hein, je pense à la Coupe du Monde, j'espère qu'on va gagner contre les Anglais, mais vous voyez ce que je veux dire. Merci Guillaume, merci. Bien, les amis, voilà fini ce parcours des conquérants de l'Antiquité. Maintenant, venons-en aux conquérants
du troisième millénaire. Du troisième millénaire. Oui, vous avez... Je vais poser 3 questions simples. Pour cela, quels sont les conquérants du millénaire, du troisième millénaire que je vous propose? Eh bien, c'est tout simplement les inventeurs de Google, d'Amazon, de Facebook, de Wikipédia du jeu SMS. Quel est le point commun? Donc, je reprends les noms. Quel est le point commun entre Larry Page, Sergey Brin pour Google, Amazon, Jeff Bezos, le fameux, le milliardaire, Wikipédia, c'est Jimmy Wales, et le pionnier des jeux vidéo, Will Wright. Quel est le point commun entre ces personnages-là? Première question. Eh bien, figurez-vous, c'est qu'ils sont tous allés à l'école Montessori. Tous ont été à l'école Montessori. Qu'est-ce que c'est que l'école Montessori? 3 choses majeures. Premièrement, l'école Montessori, c'est l'autonomie. L'esprit de liberté, l'autonomie. Définition de l'autonomie. On y va. Emmanuel Kant, philosophe de Königsberg, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, paragraphe 26. La propriété de la volonté à se choisir elle-même dans le cadre des lois morales. Merci Kant, on l'embrasse très fort aussi. Je reformule, l'autonomie est la capacité à déterminer son mode d'organisation et les règles auxquelles la personne se soumet. Capacité à déterminer son mode d'organisation et les règles à laquelle la personne se soumet. Oui, Montessori est une épigone, une apôtre, une chantre. Alors Montessori, juste, c'est la pédagogue italienne, hein, 1870, date de création de l'État italien d'ailleurs, auquel va participer son père et son oncle Antonio Stepani, grand théologien. Elle est morte en 1952, elle est la première femme médecin, première ingénieure chimiste, et elle va inventer la pédagogie. Et Maria, en effet, va proposer l'autonomie. Mais deuxième chose, et j'ai appelé ça la révolution copernicienne, Maria va nous proposer, et va proposer, une chose capitale, me semble-t-il, qui est la révolution absolue. Imaginez, en France, l'effet que ça va faire. Je pense à tous nos amis professeurs agrégés, docteurs, issus des grandes écoles. On les embrasse très fort aussi. L'enfant fait autorité. Quoi? Il n'y a pas le maître et tous ses diplômes de sa chair, depuis l'agrégation fondée en 1766 par les jansénistes pour produire une élite? Non. Et puis il y a l'enfant qui serait passif? Non. L'enfant fait autorité. Il fait autorité dans ses apprentissages. Le mot autorité est très puissant. Elle ne le choisit pas par hasard. Autorité vient de auctoritas. Nous sommes au Sénat romain, à Rome, le 16 janvier en 27 avant Jésus-Christ. Un petit bonhomme qui s'appelle Octave va devenir Auguste, l'empereur, parce qu'il va détenir l'auctoritas. Qu'est-ce que l'auctoritas? 3 choses. 1. Faire autorité, d'ailleurs, on le retrouve dans l'expression. L'auctoritas, c'est être auteur. Ça donne le mot auteur. Hein. Être à l'origine. Autoritas, deuxième chose, c'est être acteur, mettre en acte. Et enfin, c'est être inspiré. D'ailleurs, un professeur ou quelqu'un qui fait autorité près de nous, c'est quelqu'un qui va nous permettre d'être à l'origine de quelque chose, il fait autorité. C'est quelqu'un qui va nous permettre d'agir, et c'est quelqu'un qui va nous inspirer. Eh bien, pour Montessori, ce n'est pas le maître qui fait autorité, c'est l'enfant qui est le fait autorité, c'est l'enfant qui est le maître. Il fait autorité. Ça, c'est une révolution copernicienne. Et donc, l'enjeu, ça va être que l'éducateur prépare les ambiances, prépare le milieu, prépare le monde pour lui permettre de développer ses talents, son désir, ses plaisirs d'apprendre. Troisième révolution, troisième fait majeur de Maria Montessori, c'est la coopération. La coopération. Oui, les enfants, dans les écoles Montessori, coopèrent, co-œuvrent, font ensemble. On est dans la théorie des cum. Vous le voyez, la réponse à cette première question est importante puisqu'elle permet aussi de faire des conquérants du monde, dont ces hommes.
évoqué les conquérants du 3e millénaire. Enfin, pardon, pas enfin, deuxième question, rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, ces hommes-là? Ils ont inventé, je vous propose ce terme, un processus. Qu'est-ce que c'est qu'un process? Procedere, ça veut dire en latin avancer, avancer. Oui, tous ces hommes-là, ces hommes du GAFA et des jeux vidéo, pour Will Wright, eh bien oui, ils ont inventé des process interactifs, c'est-à-dire des manières de conquérir, des manières d'avancer, sans cesse, dans une spirale du progrès, du mouvement. Ça s'appelle en grec énergie, energia, dynamique, energia, énergie. Et puis, troisième question qui me semble importante, évidemment, c'est que produit leur invention? Eh bien, leur invention, elle produit du commun. Elle produit du partage, partage des émotions, partage des avis, partage des opinions, partage des joies, partage des peines. Dans les réseaux, elle produit des partages entre des individus. Elle forme des groupes, vous le savez, sur ces réseaux sociaux notamment, ou sur la toile. Et donc, elle permet aussi à des individus, qui, je le rappelle en grec, veut dire ce qui ne peut être divisé, pardon, en latin, ce qui ne peut être divisé, individu, invisible. En latin, en grec, c'est donc atome. Bref, elle permet à des individus de quitter un peu leur sphère individuelle, et c'est pas rien aujourd'hui que de quitter parfois cette sphère individuelle dans un monde qui connaît la séparation sociale, telle qu'aujourd'hui, séparation sociale se disant en grec diabolos, en latin diabolus. Oui, le mal absolu, c'est d'être séparés pour les Grecs et les Latins. En l'occurrence, eux là, eh bien, ils produisent aussi de l'échange, de l'entre. La leçon de tout ça, les amis. La leçon de tout ça, je fais appel à mon collègue Raymond Meredith, psychologue et sociologue. Raymond Meredith Belbin, qui va produire la molécule de Belbin. Pour faire bref, il me semble que l'enjeu, aujourd'hui, Belbin va étudier la performance collective des entreprises sur des milliers d'entreprises, et il va produire, je m'adresse à des chefs d'entreprise, il va produire la molécule de la performance collective. Et pour ça, eh bien, il y a un CAC 3 qu'il va décliner sous forme de rôle qui va donner le CAC 9. Oui, parce que l'enjeu aussi, Estelle y reviendra, nous, ce qu'on souhaite faire pour avoir des conquérants, des entrepreneurs de sens, eh bien, il faut, face au CAC 40, il est possible aussi de substituer un CAC 3, et avec ses rôles, ça fait le CAC 9, si vous me suivez. Alors, on y va. Rapidement, premier élément, Belbin repère que pour que dans votre entreprise, vous soyez performant, eh bien, il faut identifier 9 rôles, selon 3 pôles. Le premier pôle, c'est le pôle du charisme. Je ne vous apprends rien. Vous le voyez, il faut dans une équipe, dans votre équipe, il faut un prophète, celui qui innove, celui qui fait la disruptivité, celui qui fait le pas de côté. Un prophète. Mais il y a un autre rôle important dans votre équipe, c'est celui qui va être artiste, qui va, le terme grec équivalent, c'est techné, mais également créer des émotions. Car l'art, c'est la capacité, à partir de règles, d'en sortir et de créer des émotions. Ça, vous trouvez ça chez Paul Ricoeur, le philosophe personnaliste, dans Critique et la conviction, 1995, Kalman-Levy. Super Paul Ricoeur, on l'embrasse très fort lui aussi, qui nous dit que oui, être artiste, c'est cette capacité, à partir des règles, à créer un dialogue émotionnel. Dans votre équipe, les amis, dans votre entreprise, il vous faut un artiste. Et puis, il y a un troisième rôle important, sachant que les rôles peuvent être cumulés par plusieurs personnes, hein, bien sûr. Mais 3 rôles, 3 pôles. Le pôle charismatique, le dernier, c'est le calculateur. Celui qui prend son trip, qui jouit au sens de Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, la joie, celui qui jouit du nombre. Vous savez qu'un des grands philosophes s'appelle Thalès, au VIe siècle. Philosophe et mathématicien, il va mettre en avant l'importance du nombre. Parce qu'il y a dans le nombre l'universel, et pour certains, c'est une joie. Le nombre, le calcul, oui, c'est ça aussi le charisme. Merci, Belbin. Et puis, deuxième pôle, après le charisme, il y a l'action. En grec, c'est praxeigne, praxis, pratique. C'est ce qui est concret. On agit.
passe à l'acte. Aristote n'arrête pas de parler de l'agir, parce que sans agir, eh bien, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de zoé, en grec. Il y a le propulseur, celui qui impulse, celui qui va lancer le mouvement, la pulsion. Il y a également, après le propulseur, toujours dans l'action, l'organisateur, celui qui va proposer à un moment donné un cadre, mais qui va aussi gérer le temps et l'espace. Dans l'équipe, dans votre CODIR par exemple, ou dans votre conseil d'administration, ou dans votre équipe rapprochée, il faut trouver l'organisateur. Mais également, enfin, dans l'action, il y a le facilitateur. Ah, le facilitateur, c'est souvent galvaudé. Facilitation, si j'en crois le pionnier en France de la facilitation, Jean-Philippe Poupart, qui a écrit un livre sur la facilitation. Facilitation, c'est rendre plus facile. C'est permettre l'émergence de l'intelligence collective. Allez, cadeau, définition de l'intelligence. 2 mots en latin. Inter, legere. Inter, entre. Legere, cueillir. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est cueillir entre des informations l'essentiel. Quand j'ai dit ça à mon fils, Élie, ça lui a beaucoup plu. Cueillir entre des informations l'essentiel. Bien. Intelligence collective, facilitateur, il fait accoucher cette intelligence. Il facilite, il rend plus facile l'action. Enfin, dernier pôle, le commun. Ah, le commun. Évidemment, il y a le communicant. Communicant en interne et en externe, nous dit Belbin, dans les entreprises. C'est bien beau de communiquer en interne, mais il faut communiquer en externe. Mais si vous communiquez qu'en externe et pas en interne, vous avez un problème. Pourquoi? Allez, cadeau ce soir, pour vous les amis encore, qu'est-ce que la communication? Définition issue de l'étymologie et d'un ouvrage qui s'appelle « Penser la communication » de Dominique Volton, 1994. Fayard, eh bien la communication est l'action d'échanger des signes et des informations pour rejoindre autrui et qu'autrui vous rejoigne. Je vous la refais. Action d'échanger des signes et des informations pour rejoindre autrui et qu'autrui vous rejoigne. Oui, pour communiquer, vous faites communauté, communion. Sans ça, pas de communauté, pas de communion. De la division, de la séparation. Ensuite, le communicant, dans votre équipe, il faut... Ah, le facilitateur, nous y voilà. Vous voyez, je me suis trompé tout à l'heure. Que voulez-vous avec l'âge? Tout à l'heure, en effet, le terme important était le perfectionneur. J'y reviens sur le perfectionneur, excusez-moi, c'est important. Le perfectionniste, le perfectionneur, c'est celui qui va s'intéresser aux détails. Oui, dans votre équipe, il y a celui qui s'intéresse aux détails de l'action. C'est-à-dire, le petite chose qui va vous éviter l'erreur. Ou si vous avez une erreur, qui va permettre de corriger l'erreur. Perfectionneur. À présent, revenons, si vous me suivez, excusez-moi, c'est l'émotion d'être devant vous ce soir. Revenons au commun. Et donc, il y a le facilitateur qui, lui, va faciliter l'accouchement, la mise en œuvre de l'intelligence collective. Enfin, troisième rôle du pôle commun et dernier rôle des 9, le coordinateur. C'est celui qui va rassembler avec les autres et permettre l'ordre. Attention. Attention au mot ordre. Je crois que le plus grand penseur de l'ordre, c'est Augustin d'Hippone, dit saint Augustin, premier théologien, qui d'ailleurs, je vous le signale, est berbère. Ouais. Ce gars-là, il est né en Algérie et va devenir le premier théologien de référence de tout l'Occident chrétien. C'est toujours intéressant à rappeler la richesse des cultures. Il ne connaissait pas du tout le grec, il ne possédait que le latin et encore. Augustin nous dit que l'ordre, c'est chacun sa place, pleinement sa place, toute sa place. La cité de Dieu, grand livre. L'ordre, c'est chacun sa place, pleinement sa place, toute sa place. Ça ne veut pas dire ferme ta bouche, tais-toi, tu n'as pas le droit à la parole. Hein. L'ordre, hein, ce n'est pas l'ordre moral. Non, non. C'est la paix aussi. C'est le fait que chacun ait pleinement sa place, toute sa place. D'accord? Oui, c'est ça le coordonnateur. Au fond, et j'en arrive à ma conclusion, je n'ai que 2 minutes de dépasser.
Que conclure? C'est bien beau, Olivier, de nous avoir parlé des 3 ingrédients, de nous avoir parlé de la performance collective et de la molécule, de ces 9 rôles. Mais une fois avoir compris cela, les amis, après avoir rapidement développé, déroulé devant vous les conquérants du premier millénaire, puis ensuite les conquérants du 3e millénaire, la vraie question qui se pose, c'est comment mettre en œuvre cela? Comment faire concrètement? Comment faire concrètement pour que les jeunes de demain soient entrepreneurs du sens, soient des conquérants de notre monde, de plus en plus incertain d'ailleurs, mais également de plus en plus complexe. Comment faire demain et mettre en œuvre des jeunes gens? Vous avez vu, Facebook a changé de nom, Meta. Alors, l'apprenti philosophe que je suis, quand il lit Aristote et Platon, Platon lit Aristote dans l'ordre, Platon, le monde de l'un, de l'unique, l'un, et tout en procède. Aristote va dire, il y a le multiple. C'est-à-dire qu'il y a un, mais il y a aussi différentes manifestations. Donc, Platon, univers. Voilà, il y a de l'unité. Aristote dit, attention, il peut y avoir une coexistence de plusieurs univers. Multivers. On y était depuis quelques années. Mais là, avec ce qui est en train de se passer, on nous propose métavers. Métavers, ça veut dire quoi? En grec, méta, ça veut dire au-delà. Ça veut dire, je reprends le fondateur de Facebook qui a proposé ce changement de nom, les amis. C'est une discussion que j'ai eue avec une étudiante, Alba, que je salue. Eh bien, c'est très important ce qui vient de se passer dans notre histoire, là. Parce que proposer un monde numérique, avec une monnaie d'ailleurs, un monde virtuel, un monde numérique, comme avenir, comme lieu des échanges économiques et sociaux, vers lequel on va converger, ça a 2 conséquences principales. Et Aristote l'a pensé avant nous, c'est que quand on est toujours dans la projection et plus simplement dans le présent, quand on est dans l'au-delà, première conséquence, c'est la déréalisation. On perd sens des réalités matérielles. On perd sens de la réalité. Or, petite question que je vous adresse, comment définit la folie Michel Foucault dans son livre de 1959, Maladie mentale et psychologie? Est fou celui qui n'est plus en contact avec la réalité. Première conséquence, prévue par Aristote, la déréalisation. On quitte la réalité. Deuxième conséquence, prévue par Aristote, la dépolitisation. Ben oui, les amis. Quand on est dans le métavers, et nous nous y dirigeons, quand on est dans le métavers, c'est la dépolitisation, car qu'est-ce que la politique? Aristote, Éthique à Nicomaque, livre 4. C'est la mise en commun des paroles et des actes. La mise en commun présentielle des paroles et des actes. Il dira aussi dans le livre 4, c'est le commerce, au sens de mise en commun, des conversations et des actions. Pas commerce au sens économique, au sens de mettre en commun. C'est le commerce des conversations et des actions. Comment va se passer demain notre commerce des conversations et des actions dans un monde où on va se projeter, où on va être loin de la réalité et on va tous s'investir? Oui, vous le voyez, mes amis, plus que jamais, pour incarner des valeurs telles que la créativité, l'autonomie dont j'ai parlé, mais aussi la coopération, mais aussi l'intelligence, mais aussi le courage. Comment faire dans ce monde de plus en plus incertain, passionnant, bien sûr, mais aussi qui nous pose des questions? Eh bien, pour cela, je vais laisser la parole à Estelle. Je vous remercie de votre attention. Et moi, j'ai beaucoup œuvré dans la
Donc, problème technique, vous voyez, nous sommes dans le métavers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on quitte la réalité. Donc, comment revenir pour permettre de vous parler de comment faire concrètement ce collège Edgar Morin, grand penseur sociologue, qui a 100 ans et qui sera là le jour de l'inauguration au mois de septembre, d'ailleurs, à laquelle vous êtes invité. Donc, je disais que je suis sociologue et j'ai beaucoup œuvré dans ma carrière professionnelle dans le monde du soin et de la santé et dans le monde de l'association. Et depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, je m'intéresse aux questions éducatives et aux questions de pédagogie. Avec Olivier Bobineau, nous avons créé l'école du sens que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, pour permettre aux jeunes générations d'être créatifs, autonomes et coopératifs, on investit souvent dans l'innovation au niveau de la formation professionnelle ou de la formation de l'université. Il y a beaucoup d'innovation au niveau des grandes écoles, au niveau de l'université. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises investissent ou financent par des dons de mécénat les grandes écoles ou l'université. En revanche, l'enseignement secondaire est rarement l'objet d'innovation. C'est le monopole de l'éducation nationale en France et les innovations sont très rares et sporadiques. Or, l'enseignement secondaire, ce moment-là, c'est le moment de l'âge de la formation de nos adolescents vers l'âge adulte. C'est l'âge de la formation de la personnalité. C'est l'âge du moment où on apprend à savoir vivre, à savoir être. C'est l'âge où on apprend le rapport au travail. C'est pourquoi, à nous, il nous semble nécessaire et même indispensable, voire urgent, d'innover au niveau de l'enseignement secondaire. C'est pourquoi nous avons décidé de créer un collège, le collège Edgar Morin, du nom donc de ce grand penseur français, de ce grand sociologue qui a fêté ses 100 ans l'année dernière et qui nous invite à ne pas découper le monde en disciplines scolaires. Il nous propose la pensée complexe et l'apprentissage par projet. La seconde inspiration que nous avons avec Edgar Morin, c'est Maria Montessori, qui a été présentée tout à l'heure par Olivier. Et Maria Montessori, elle nous invite à répondre aux besoins des jeunes à leur stade de développement, à proposer aussi une conception du travail comme source d'accomplissement personnel et d'émancipation. Je suis sûre que pour tous ceux qui sont passionnés par leur travail, voir le travail comme source d'accomplissement personnel et d'émancipation, ça leur parle et c'est un beau programme pour nos adolescents. Alors, qu'est-ce que sera le collège Edgar Morin? De quoi finalement ont besoin nos adolescents? On peut partir de cela, à ce stade de développement. Les adolescents, premièrement, ils ont besoin de décider avec d'autres, pour eux-mêmes et pour le collectif. Ils ont besoin d'être avec leurs semblables, avec leurs pairs. Pour eux, il s'agit de construire le cadre de vie et de travail dans lequel ils vont être. Pour cela, dans le collège Edgar Morin, ils vivront ensemble en internat, ils décideront des règles, ils feront leur cuisine et décideront des menus, ils feront leur ménage et organiseront la vie collective, ils produiront des objets et les vendront, ils produiront des fruits et des légumes et ils les mangeront. L'enjeu est double, il s'agit d'expérimenter la vie démocratique et la liberté, et il s'agit d'éprouver la vie économique et l'autonomie. Deuxièmement, les adolescents à ce stade de développement ont besoin de comprendre pourquoi ils apprennent.
c'est la question du sens des apprentissages. Il s'agit de mettre en lien la vie réelle, le concret, et les apprentissages académiques. Quand on Alors, le désir, c'est donc qu'est-ce qu'on va faire avec nos adolescents pour leur donner envie d'apprendre? Eh bien, on va leur proposer, par exemple, de planter un verger et planter un verger avec leurs camarades de classe. Là, ça devient un petit peu plus intéressant. Et alors, qu'est-ce qu'on va leur faire faire? On va leur demander, mais combien de pommiers va-t-on pouvoir planter sur 3 hectares? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que 3 hectares? Et puis, combien peut-on espérer récolter? Quel volume de pommes va-t-on pouvoir récolter? Où est-ce qu'on va pouvoir stocker toutes ces pommes? Et puis, quelles conditions pour éviter le pourrissement? Quel travail doit-on prévoir chaque mois pour, en fonction du cycle de... Adam et Ève, et puis les vitraux des églises gothiques du Moyen-Âge. Comme vous le voyez, le programme de mathématiques, de physique, de chimie, de sciences de vie et de la Terre, de géographie, d'histoire, de littérature, d'art peut être abordé à partir d'un projet. Et les thèmes des projets sont innombrables. Au fond, à quoi cela répond-il? Il s'agit de donner à nos jeunes les moyens de relever les défis de notre société. Le défi écologique, environnemental. Essayer de comprendre les problèmes environnementaux et chercher des solutions ensemble. L'enjeu numérique. Utiliser les outils numériques. Savoir les utiliser et les comprendre, tout en les laissant à leur place d'outils. Ils ne nous envahissent pas plus. Également, l'enjeu de la mutation de l'individu, la mutation anthropologique de l'individu, le changement de société dans lequel nous sommes, leur permettre de comprendre qui ils sont, qui je suis, pour comprendre le monde, et comprendre le monde pour comprendre qui je suis, pour ne pas perdre la boussole de l'existence. C'est également l'occasion de vivre avec des jeunes en situation de handicap pour éprouver la société inclusive et ne pas se séparer les uns des autres. Nous accueillerons des enfants en situation de handicap dans notre collège. Il s'agit d'armer nos jeunes pour qu'ils deviennent des artisans, des artistes, des acteurs et des auteurs de leur vie et de notre destinée commune. Qu'ils deviennent créatifs pour inventer le monde de demain, qu'ils deviennent autonomes en leur donnant les moyens d'apprendre par eux-mêmes et de savoir où trouver les ressources, et enfin qu'ils deviennent coopératifs en comprenant qu'à plusieurs, ils peuvent développer des projets et conquérir le monde en lui donnant du sens. Très concrètement, le Collège Edgar-Morin a pour projet d'ouvrir ses portes en septembre 2022 à Bréal-sous-Montfort, donc à 20 minutes de Rennes. Il est la seconde structure d'action de l'École du Sens. Alors, l'École du Sens, c'est un écosystème de recherche pédagogique. Le slogan un peu de l'École du Sens, c'est le phare.
formation, action, recherche. Le phare breton. Alors, on a les actions. Donc, le collège Edgar Morin en septembre prochain. La première structure d'action, elle existe déjà depuis 3 ans. C'est une association qui organise des séjours de vacances, l'association Écolo, qui depuis 3 étés organise des séjours de vacances pour les enfants en pleine nature et qui expérimente le fait que les enfants soient auteurs et acteurs de leurs vacances. 3 étés. L'été dernier, nous avons accueilli 105 jeunes, 105 enfants. Et l'association se développe. Nous venons de recruter depuis octobre dernier un salarié à l'année qui va développer les séjours de vacances, pour les petites vacances notamment. Donc, on en a fait à la Toussaint. Il y en aura au mois d'avril. Et nous aurons des séjours de vacances en juillet et août. Donc, les structures d'action, écolo, les séjours de vacances, et puis le collège Edgar Morin. Les formations. Donc, l'école du sens, ce sont des propositions de formation à destination des enseignants et des éducateurs. Par exemple, nous avons mis en expérimentation, nous avons expérimenté en 2020 la formation à la facilitation pédagogique. Nous avons proposé à des enseignants de collège de se former aux outils de l'animation de l'intelligence collective pour qu'ils puissent innover dans leurs pratiques éducatives. Cette formation va se renouveler en 2022. Dans quelques jours, la semaine prochaine, nous organisons une nouvelle formation, une formation à destination des enseignants de langue pour renouveler leurs pratiques et permettre aux apprenants, aux jeunes, d'être acteurs de leurs apprentissages et de devenir autonomes pour l'apprentissage des langues étrangères. Formation, action, recherche, l'école du sens, c'est aussi un centre de ressources que vous pouvez trouver sur Internet, un centre de ressources scientifiques avec des articles issus de nos actions et de nos formations, des podcasts, des vidéos et des conférences. Aujourd'hui, avec l'ouverture du collège Edgar Morin, nous passons à une nouvelle étape et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que des entreprises s'engagent à nos côtés pour parier sur l'enseignement secondaire et imaginer un nouveau logiciel de formation de notre jeunesse. Nous avons l'ambition de devenir un lieu ressource pour les enseignants, un lieu d'expérimentation pour les éducateurs, un lieu de formation, un lieu d'inspiration et de changement. Mais pour cela, et afin que l'ambition de la recherche puisse véritablement se mettre en œuvre, nous avons besoin de mixité sociale et donc de mécènes, d'entreprises qui s'engagent à nos côtés pour financer l'école, mais également pour proposer à nos jeunes des projets et une connaissance aussi du monde de l'entreprise. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du projet de verger, de monter un verger avec nos jeunes, de planter un verger et de récolter des fruits. Ce projet, il est né avec notre partenaire et financeur, Swing Bio. Alors ces représentants n'ont pas pu venir aujourd'hui. En revanche, nous avons Baptiste qui est avec nous et qui va peut-être pouvoir nous dire pour quelles raisons il s'est engagé à nos côtés. Ouais. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Bon, super. Je suis désolé de ne pas être avec vous. On accueille notre deuxième enfant il y a quelques jours. Donc voilà, c'était difficile de se déplacer. Donc, on est un groupe de producteurs, donc on a une structure de production, de conditionnement et de mise en marché de pommes de table. Je vais être un peu moins philosophe que vous et vous raconter voilà, brièvement, nous, comment notre partenariat s'est créé. On réalise en gros un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros chaque année en développant différentes variétés de pommes. Et notre petite dernière, c'est la Swing Bio. Donc, c'est une variété bio qui a des résistances naturelles
et qui est donc né pour être bio. On a rencontré Écolo, c'était par le biais d'Écolo qu'on s'est rencontrés et aujourd'hui, donc, on parle de l'école du sens plus pour répondre à un besoin de sens et de valeur pour construire chacun de nos nouveaux projets où on a aujourd'hui une volonté de réfléchir à chaque fois, chaque action, chaque développement à l'impact positif global qu'ont nos projets. Et on a un autre facteur, c'est que sur chaque nouvelle variété, chaque nouvelle marque qu'on va créer, on a besoin de fédérer aussi en interne et c'est au cœur de ce que vous disiez, c'est donner du sens et être entrepreneur du sens, que tous nos collaborateurs comprennent à quoi sert et à quoi ils participent en se levant tous les matins pour défendre une de nos marques. Voilà. On est dans le monde agricole où on a la chance de pouvoir côtoyer des gens de... Là, il y a une c'est multiculturel et donc avec de la main-d'œuvre qui vient de l'étranger, des gens de tout niveau d'éducation. Et quand on parle de ce partenariat-là, il arrive à faire sens, nous, déjà beaucoup en interne. Dans les projets, les gens dans la mission que se donne l'école du sens s'y reconnaissent beaucoup. Et donc ça, nous, c'est un point qui est intéressant, et notamment avec la jeune génération qui arrive, où quand on parle de ces projets-là et de ce que fait nos marques aussi et à quoi elles participent, c'est intéressant. Ça s'intègre de toute façon dans notre politique de RSE qu'on développe et qu'on essaie de faire grandir. En fait, si je dois un peu témoigner, nous, de ce que ça nous apporte et au niveau de notre variété, notre marque, concrètement, on a pour chaque développement de marque, on a une prospection et un peu à repartir à zéro. Nous, pour le bio, on repartait à zéro et donc il fallait conquérir un marché. Et c'est ce type de partenariat et cette dimension sociale qu'on donne à nos marques, il a pas eu d'écho avec tous nos clients, mais on a réussi dans notre phase de prospection à avoir des référencements où on sait que c'est ce petit, c'est ce plus, d'avoir pu raconter ça autour de notre produit, de notre projet et du coup avoir pu parler aussi de nos valeurs qui nous a permis aussi de concrétiser et en fait d'avoir fait la différence par rapport à d'autres marques, d'autres variétés, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc voilà, moi j'en ai fini. Juste un dernier petit mot pour vous inviter à venir vous engager avec nous, vous engager pour changer l'avenir de nos jeunes et leur proposer de conquérir le monde en devenant des entrepreneurs de sens. Nous avons besoin d'entreprises à nos côtés et donc j'espère que certains d'entre vous auront envie de nous rejoindre. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Christophe. Merci. On va parler longtemps, juste 2 petites minutes, juste pour vous expliquer que dans notre groupe, à Forem et les écoles du groupe, on suit avec beaucoup d'intérêt ce qui est fait par l'école du sens. On veut s'en inspirer dans notre pédagogie, on veut aller dans le même sens. Alors, tranquillement, on ne révolutionne pas les choses du jour au lendemain, mais on veut aller dans ce sens-là. Et deuxièmement, évidemment, les élèves qui vont être dans le collège et ensuite dans le lycée Edgar Morin, pour nous, ce sont les meilleurs candidats. Donc, on les suit avec beaucoup d'intention en se disant, nous aurons les meilleurs candidats et pourvu que ce collège fasse des petits, comment d'ailleurs faire pour aider à ce que ce collège fasse des petits, des petits frères, des petites sœurs, pour en fait qu'on ait les meilleurs candidats, pour qu'ensuite dans nos écoles, eh bien, on produise on forme les futurs conquérants, les futurs acteurs de ce monde complexe dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, on suit avec beaucoup d'intérêt. C'est pour ça c'est vraiment avec plaisir qu'on les a accueillis aujourd'hui.
Voilà, donc, Merci. Merci Christian. Ce sera le mot de la fin, promis. Le mot de la fin pour vous remercier toutes et tous pour votre présence ici ce soir. Et également pour remercier toutes les personnes qui sont derrière l'écran et qui participent et qui contribuent également à la réussite de cet événement. Est-ce qu'il y a un temps de questions-réponses peut-être qui est dédié tout de suite? Oui, si c'est possible, si vous le souhaitez. Prendre un temps de questions peut-être. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Est-ce qu'en visio, il y a des questions également? N'hésitez pas à interagir. Entendu le mot connaissance. Non, peut-être une petite technologie, et ça n'intervenait pas, enfin voilà, ce n'était pas intégré, disons, dans Donc, pour ceux qui sont à distance, et donc, je répète la question. Vous n'avez pas parlé durant votre conférence, Olivier Popinot, du terme connaissance. Et madame, il faut me laisser 3h30 au bas mot. Mais je vais vous répondre simplement en 2 temps. 1, étymologie. 2, définition de Platon. Cadeau. 1, étymologie. Cum, avec, ensemble. Et naissance, ben oui, naître. Connaissance. Ça veut dire naître avec, étymologiquement. 2e temps, définition de Platon. C'est la capacité de l'âme à entrer en contact avec, on retrouve contact, toucher avec, contact, connaissance, capacité de l'homme à entrer en contact avec l'objet et dire ce qu'il est. Capacité de l'âme, de l'esprit à entrer en contact avec l'objet et dire ce qu'il est. Il faut pas, je vais m'arrêter tout de suite parce que je pourrais aussi, c'est très intéressant le parallèle à faire avec évidemment chez les Sémites, la connaissance, et notamment dans la Genèse, enfin disons dans les 5 premiers livres, la Torah, le Pentateuque chez les Grecs, eh bien la connaissance, c'est le fait de rentrer en contact avec l'autre en faisant l'amour. Mais oui, car comme le dit Aristote, il faut m'arrêter, hein, comme le dit Aristote, dans la métaphysique, mais faire l'amour et connaître, c'est la même chose. Voilà, tout un programme, et c'est ça aussi qui fonde le collège Edgar Morin, et bien sûr le lycée Aristote. Autre question. Benoît. Je la répéterai alors. Dans le prolongement de cette question, faut-il avoir des connaissances pour conquérir le monde? Alors, donc là, c'est un cours d'épistémologie, c'est-à-dire science de la science ou critique de la critique. Je te répondrai oui, à condition de définir à 2 niveaux la connaissance, tout en respectant la définition de Platon. Il y a 2 types de connaissances. Il y a d'une part les connaissances expérientielles, d'expérience. Oui, de la vie, tout simplement. Donc, en effet, tu ne peux pas conquérir le monde si tu n'as pas d'expérience. Et puis, bien sûr, il y a les connaissances qu'on appellera, à la suite, devinez de qui? D'Aristote, les connaissances théoriques, par les idées. Et c'est l'ensemble de ces 2 connaissances qui vous permettent aussi de conquérir le monde. Et je ne résiste pas à vous dire l'étymologie de théorie, c'est la contemplation du spectacle divin par les idées. Et savez-vous comment on dit la contemplation du spectacle divin? Par les actes, le théâtre. Théorie théâtre, tout un programme au cœur du collège Edgar Morin et du lycée Aristote, bien entendu.
Vous avez 4 heures, merci. Leçon d'agrégation, 7 heures. Bien, alors, je répète la question. J'espère que vous m'entendez à distance. Donc, monsieur, quel est votre prénom? Andreas. Tout un programme aussi en grec. André. Non, je m'arrête là. Donc, Andreas demande, sachant que l'univers, c'est l'idée, je retraduis avec les mots, hein, il faut me corriger au sens des latins, me remettre sur la droite ligne. Donc, sachant que dans l'école du sens, vous allez les former à le métavers, non, à l'univers, c'est-à-dire le monde unique, le monde d'aujourd'hui. Comment ça va se passer pour conquérir le monde qui, aujourd'hui, va s'orienter visiblement dans le métavers? Comment faire? Comment faire? C'est bien ça? On a un présent et la question de demain, l'avenir, comment on va faire à l'école du sens pour former ces conquérants? Oui? Non, alors dites-moi. Oui. Ouais. Donc là, c'est un sujet, on va dire, presque moral. Ça pose la question, en effet, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui va être bien? Un monde déréalisé, dépolitisé, ou un monde incarné? Je vous rappelle que l'incarnation, c'est la 3e dimension du sens. Les théologiens et les philosophes nous disent qu'il y a 3 choses dans le sens: la direction, où allons-nous? La signification, ça veut dire quoi? Et puis l'incarnation, les 5 sens. C'est un vrai sujet. En effet, je le dis d'autant plus que je suis en train de scénariser une BD sur l'histoire du diable et du mal. C'est un vrai sujet, la question de la séparation, de la division en anthropologie. C'est la question politique d'Aristote. C'est la question de comment on est ensemble les uns avec les autres. Si vous voulez, sans aller jusqu'aux neurosciences, c'est la question de comment je vais me construire demain. Sachant que depuis 2011, et les travaux de recherche là-dessus sont très clairs, nous avons 2 types de neurones principaux, les neurones miroirs et les neurones sensorimoteurs. Et ces neurones miroirs et sensorimoteurs ne se construisent, ne se développent chez l'enfant et chez l'adulte qu'à condition d'être en présence des êtres. Alors je ne vous dis pas, dans une société où c'est l'écran qui domine, et plus encore dans le métavers, je vous rappelle l'étymologie flamande de écran, se protéger d'autrui. C'est tout un programme, hein? Les écrans, ça nous protège d'autrui. Comment envisager une relation entre des personnes? Une relation d'amour, c'est-à-dire de don, de sentiment à des corps et à des êtres, sans calcul. Une relation d'amitié, définition d'Aristote, la bienveillance mutuelle fondée sur l'intérêt, centre d'intérêt, l'agréable et la vertu. Comment développer un monde d'amitié, d'amour dans un monde métavers? C'est une sacrée question. Je vous avoue que certainement à l'école du sens, puisque Estelle et moi-même, nous serons des acteurs, des auteurs et des inspirateurs là-dessus, il y aura un esprit critique. Oui, oui. Parce que ça permet des tas de choses, notamment le développement de l'imagination, le développement d'autres potentiels. Mais n'oublions pas que nous sommes avant tout des personnes. Des personnes. Et que c'est ça, le cœur de l'humanité. Le cœur de l'humanité. Zoon politikon, nous sommes des animaux politiques. Aristote. Les politiques, livre 1, chapitre 2. Autre question? Profitez-en, hein? Oui, Christian. Ah, la musique. Nietzsche, fragment. Oui, alors tout à l'heure, la référence à Iron Maiden, mais j'ai le bonheur aussi de travailler beaucoup sur Bach, Johann Sebastian Bach, et notamment ses variations de Goldberg, c'est assez extraordinaire. Oui, la musique, Nietzsche, donc fragment, nous dit la vie sans la musique sera une erreur. Il y aura 3 soirées le soir, puisqu'il y aura un internat dans ce collège. Et oui, parce que quel bonheur pour les adolescents de ne pas voir leurs parents toute la semaine, et pour les parents parfois de ne voir que leurs adolescents le week-end. Bien, à bon entendeur, salut, vous imaginez, ça peut être très très intéressant. Il y aura une vie communautaire, ça veut dire qu'il y aura notamment 3 soirées
Parce que le soir, après les études et après les projets, ils auront 2h30. Eh bien, il y aura 3 soirées. Une soirée qui sera consacrée aux arts et à la musique, au chant, nous l'espérons au piano. Une soirée consacrée aux intervenants, au monde réel qui va venir vers nous. Donc, il y aura des témoins, il y aura des chefs d'entreprise qui seront invités à parler de leur job. Il y aura des professionnels, des gens qui viendront parler du métier de charcutier, de chocolatier, mais aussi de directeur de l'éthique dans le groupe ADP, mais encore de chefs d'entreprise ou de profession libérale ou de médecins. Donc, le monde économique et professionnel viendra lors de cette soirée, mais il y aura aussi des réflexions, on va dire, de culture générale et philosophique. Et voilà, en gros, les arts, la profession, au sens de Luther, dans sa traduction en 1517 de l'Épître aux Romains, c'est-à-dire l'appel, le travail qui permet l'épanouissement, profession, Beruf en allemand, mais il y aura également, bien sûr, une place à la musique. Oh oui, à ce dialogue émotionnel qu'évoquait tout à l'heure, j'évoquais avec vous, de Paul Ricoeur, c'est-à-dire que ça nous permet quand même de vivre, et surtout à cet âge-là, car comme dit Maria Montessori, les adolescents, c'est quand même des volcans. Évidemment, nous sommes en pleine ébullition et développement de notre corps. Oui, merci. Une autre question, Benoît ? Estelle ? On répète la question. C'est la question de la préparation et de l'interaction entre l'entreprise et le collège Edgar Morin. Voilà, c'est ça, je trouve que ça. C'est bon, Benoît ? La question de l'interaction entre collège et entreprise. Justement, c'est pour nous tout l'objet d'avoir des entreprises qui soient partenaires avec nous. Par exemple, ce qu'on a donné comme exemple tout à l'heure sur le verger, très concrètement, les producteurs de pommes Swing vont pouvoir venir travailler avec les jeunes pour savoir comment eux-mêmes faire leur verger. Ils vont pouvoir, au moment des apprentissages académiques aussi, aller leur poser des questions. Et c'est vraiment ce lien-là qu'on va créer. Et de fait, quelle que soit l'entreprise qui pourrait venir travailler avec nous, peut-être qu'on trouvera des projets, mais peut-être aussi que ce sera l'occasion d'aller rencontrer, de pouvoir questionner, de pouvoir aller les voir sur des sujets précis afin d'apprendre et de fait, à partir de la vie réelle, de la vie concrète, de pouvoir apprendre les apprentissages académiques, faire du lien. Ce sera notre rôle, nous, en tant qu'éducateurs, de faire du lien avec ça, mais également pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, pour les professionnels, de pouvoir venir témoigner, rencontrer les jeunes et faire vraiment un lien nouveau entre le monde de l'entreprise et l'éducation. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire et donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de partenaires. Autorité. Alors, pour répéter la question, donc si pour Maria Montessori, l'enfant fait autorité, comment devient-il un travailleur qui ne fait pas autorité dans l'entreprise? Eh bien, il faut bien comprendre ce que veut dire faire autorité. C'est pas qu'il fait la loi, c'est pas lui qui décide. C'est plutôt que son être nous guide l'éducateur vers ce vers quoi il est intéressé pour aller vers ses apprentissages. Donc concrètement, ça veut dire que un enfant qui a des difficultés à lire et qui n'est pas intéressé par la lecture au CP, on ne tire pas sur la pousse, on l'invite à la lecture, on lui lit des livres, on lui donne envie,
mais on l'accompagne progressivement. Et si c'est un peu plus tard qu'il va vers la lecture, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va lui proposer la lecture. Et donc, en fait, c'est lui qui nous guide, qui nous dit par quel chemin il va aller pour apprendre. Et donc, une fois que le jeune, parce qu'entre l'enfant, l'adolescent, et puis le moment où il rentre dans l'entreprise, il a passé quelques étapes et il est devenu adulte. Et donc, il n'est plus, c'est plus lui qui nécessairement, enfin voilà, on n'est plus dans un stade de développement, il est devenu adulte. Et en tout cas, l'idée, c'est qu'il apprenne à se comprendre lui-même, qu'on le respecte et qu'il se respecte lui-même. Et en apprenant à partir de ce qui l'intéresse, il comprend le monde, il se comprend lui-même, il devient un adulte qui, au sein d'une entreprise, va comprendre, analyser ce qui se passe et être en capacité de pouvoir s'adapter et de pouvoir répondre à ce à quoi pour ce où on l'attend. Très concrètement, les enfants, les jeunes qui sortent de ce type d'école, c'est des jeunes qui observent, qui regardent, qui s'adaptent et qui répondent en fait à la demande, qui sont en capacité parce qu'ils comprennent ce qui se passe autour d'eux. C'est vraiment voilà, quelque chose qui fonctionne et qui peut justement, quand ils deviennent des travailleurs, pouvoir être en capacité d'être eux-mêmes et en même temps de répondre et de pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise et quelque chose de nouveau, de créatif et de coopératif aussi. Oui, juste deux choses, excuse-moi, parce qu'une métaphore et une formule provocante. La métaphore, je poursuis la métaphore, je vais la filer, comme on dit en poésie, c'est-à-dire la pousse, elle développe son être. Donc il s'agit de mettre le terreau. Si tu tires dessus, c'est fini, elle s'arrache. Proverbe chinois, évoqué par Estelle. Mais quand il devient adulte, il sera un arbre. Et donc, en effet, il intégrera l'arbre dans la forêt de l'entreprise. L'entreprise qui sera cette forêt. Et donc, il sera en communication, en interaction. Il y aura un décideur, un chef d'entreprise qui prendra des décisions. Il aura signé d'ailleurs un contrat de travail. Donc, voilà. L'enjeu pour nous, collège, lycée, collège Edgar Morin, lycée Aristote, c'est de faire que cette pousse soit un arbre qui soit autonome, créatif et coopératif. La formule provocante, par rapport à ce que tu viens de dire, Estelle, en effet, dans le collège Edgar Morin, c'est la formule des Marines. On s'adapte, on improvise, on domine. Je provoque. Voilà. Merci beaucoup, merci Olivier, merci Estelle. Cette fois-ci, c'est vraiment le mot de la fin. Donc, merci encore à toutes et à tous pour votre participation, que ce soit ici en présentiel ou en visio. Je tiens aussi à faire un petit clin d'œil à toutes les équipes, à l'équipe Aforem, l'équipe technique, à nos conférenciers intervenants. Et voilà, on parlait de performance collective. Bah là, il y a aussi une belle synergie qui s'est mise en place dans l'organisation de cet événement. Donc, c'est plutôt chouette. Donc, merci pour ça. Et sans plus attendre, bah, je vous invite à poursuivre ce temps d'échange autour du cocktail par à la